40 000 ans. C'est le temps qui sépare un enfant Hadzabe de n'importe quel autre enfant sur la planète. Alors que les garçons du monde entier se réveillent pour les écoles et les écrans, des enfants de 6 ou 7 ans en Tanzanie s'éveillent avant le soleil pour traquer l'un des animaux les plus dangereux de la savane africaine. Le porc-épic, un rongeur blindé avec des piquants de 35 cm capables de transpercer le cœur d'un lion. Et ses enfants vont le chercher à l'intérieur de terriers infestés de mamba noirs. Si vous êtes passionné par les animaux sauvages et les documentaires authentiques, ne quittez pas cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Nous ne parlons pas d'un jeu, nous ne parlons pas d'un rituel symbolique. Nous parlons de survie réelle, brute, sans filet de sécurité. Les Hadzabe sont l'une des dernières tribus véritablement chasseuses-cueilleuses de la planète. Il reste entre 1200 et 1300 personnes. Parmi elles, seulement 300 à 350 vivent encore exclusivement de ce que la Terre offre. Le reste a été poussé aux marges de la civilisation, forcé de mendier du travail dans des fermes ou de divertir les touristes avec des démonstrations d'une vie qu'ils ne peuvent plus vivre pleinement. Mais dans les zones les plus reculées du lac Eyasi, dans le nord de la Tanzanie, l'horloge n'a jamais avancé. Là-bas, les enfants apprennent encore à faire du feu avant d'apprendre à lire. Là-bas, l'habileté à traquer un animal vaut plus que n'importe quel diplôme. Là-bas, un garçon de 3 ans tient déjà un petit arc fait spécialement pour ses mains. Et à 7 ans, il participe déjà à des chasses qui nourrissent des familles entières. Le lac Eyasi occupe une dépression dans la vallée du Grand Rift, couvrant environ 1050 km² quand les pluies y sont généreuses. Il se situe à environ 1040 mètres d'altitude, entouré d'escarpements volcaniques qui se dressent comme des murailles naturelles. Pendant la saison sèche, le lac rétrécit tellement qu'il est possible de le traverser à pied. Pendant les pluies, des hippopotames arrivent pour se rafraîchir dans ces eaux saumâtres et des flamants roses couvrent la surface de rose. C'est dans ce paysage de contrastes extrêmes que les Hadzabe ont construit leur existence. Leurs terres traditionnelles se trouvent à seulement 50 km de la gorge d'Olduvai, l'endroit que les scientifiques appellent le berceau de l'humanité, en raison de la quantité de fossiles d'hominidés trouvés là-bas. La proximité n'est pas une coïncidence. Les Hadzabe pourraient être des descendants directs des premiers humains qui ont marché dans ces savanes, il y a des millions d'années. Leur génétique ne présente aucune parenté proche avec aucun autre peuple de la planète. Leur langue, le Hadzan, est un isolat linguistique rempli de clics qui ne se connecte à aucune autre langue connue. Pensez à la dimension de cela. Une lignée humaine qui est restée essentiellement inchangée alors que des empires naissaient et tombaient, alors que des religions se répandaient sur les continents, alors que la révolution industrielle transformait le monde. Les Hadzabe ont continué à faire ce qu'ils ont toujours fait, chasser, cueillir, survivre. Chapitre 1. L'art de chasser l'invisible. La journée d'un chasseur Hadzabe commence avant l'aube. Il n'y a pas de réveil. Le corps sait simplement. Des études menées par l'université Duke ont révélé que les Hadzabe dorment en moyenne 9 heures par nuit, se couchant vers 22 heures et se réveillant vers 7 heures du matin. Mais les chasseurs se réveillent plus tôt. Le meilleur moment pour trouver des traces fraîches est quand la rosée marque encore la terre et que les animaux nocturnes retournent dans leur terrier. Parmi les animaux les plus prisés se trouve le porc-épic à crête africain, un rongeur qui peut peser entre 13 et 27 kg, avec une longueur corporelle de 60 à 93 cm. Pour visualiser, imaginez un chien de taille moyenne, mais couvert d'une armure de piquants qui peuvent mesurer jusqu'à 35 cm de long. Ces piquants sont creux à la pointe et marqués de bandes alternées de noir et de blanc. Quand l'animal se sent menacé, il dresse cette crête dans un déploiement qui le fait paraître 2 fois plus grand. Si le prédateur insiste, le porc-épic tourne le dos et charge en marche arrière, essayant de planter les piquants les plus courts et les plus épais dans la face de l'attaquant. Comment un enfant affronte-t-il cela? La réponse réside dans des milliers d'années de connaissances accumulées. Les Hadzabe n'attaquent pas le porc-épic en terrain découvert. Ils l'acculent dans sa propre maison. Le porc-épic africain est un animal nocturne qui passe la journée à dormir dans des systèmes de tunnels souterrains. Ces terriers peuvent avoir jusqu'à 3 mètres de profondeur
et de multiples entrées de secours. L'animal préfère voler des terriers creusés par d'autres animaux, comme l'Oryctérope, puis les agrandir pour son propre usage. C'est à l'intérieur de ces terriers que les Hadzabe réalisent leurs chasses les plus risquées. Le processus commence par le pistage. Les chasseurs cherchent des signes spécifiques dans la végétation, des empreintes caractéristiques avec 5 doigts sur les pattes arrière, des marques de griffes dans la terre, des excréments en forme de petites capsules, des sentiers bien définis que le porc-épic utilise de manière répétée pour aller et venir de ses zones d'alimentation. Quand ils trouvent un terrier actif, le vrai travail commence. Observez ce qui se passe ensuite. Un adulte ou un adolescent plus expérimenté s'approche de l'entrée principale et commence à creuser avec ses mains et des bâtons en bois. L'objectif n'est pas d'atteindre l'animal immédiatement, c'est de le forcer à révéler sa position à l'intérieur du système de tunnel. Pendant ce temps, d'autres membres du groupe surveillent les entrées secondaires. Si le porc-épic tente de s'enfuir par une sortie alternative, il sera accueilli par des flèches ou des coups de bâton. Les enfants participent de différentes manières, selon leur âge. Les plus jeunes, de 3 à 5 ans, observent à une distance sûre, absorbant chaque mouvement, chaque décision, chaque technique. Il n'y a pas d'instruction formelle. Il n'y a pas de moment où le père assoit son fils et lui explique la théorie de la chasse. L'apprentissage se fait par l'observation et par la participation graduelle. Les chercheurs appellent cela l'apprentissage par immersion, et des études montrent que les enfants Hadzabe apprennent principalement les uns des autres, pas des adultes. À 6 ou 7 ans, les enfants peuvent déjà prendre position aux entrées secondaires. Ils restent accroupis dans un silence absolu, avec leurs petits arcs prêts. Cette tâche exige une combinaison de patience extrême et de réflexes rapides. Le porc-épic peut mettre des heures à décider de s'enfuir, ou il peut exploser soudainement dans une course désespérée. Maintenant, mesurez le danger réel de cette situation. Les terriers de porc-épic en Tanzanie n'abritent pas seulement des porcs épics. Les mambas noirs, l'un des serpents les plus venimeux au monde, utilisent fréquemment ces mêmes systèmes de tunnels comme abri. Leur venin peut tuer un humain adulte en moins d'1 heure s'il n'est pas traité, et il n'y a pas d'hôpital sur les terres Hadzabe. Il n'y a pas d'antidote à une distance de marche. Une morsure signifie une mort presque certaine. En plus des serpents, les terriers sont infestés de tiques et de puces. Les maladies transmises par ces parasites sont une menace constante, et les piquants du porc-épic eux-mêmes, s'ils pénètrent la peau, peuvent causer de graves infections. Les pointes sont couvertes d'écailles microscopiques qui fonctionnent comme des hameçons, rendant le retrait extrêmement douloureux et difficile. Pourquoi alors les Hadzabe risquent-ils leurs enfants dans cette chasse? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. La viande de porc-épic est l'une des sources de protéines les plus fiables pendant la saison sèche, quand les animaux plus grands se font rares et que la végétation se fane. L'animal fournit entre 5 et 15 kilos de viande comestible, suffisant pour nourrir un campement entier de 20 à 30 personnes pour un repas. Et plus important encore, apprendre à un enfant à chasser n'est pas un choix. C'est la seule façon de garantir qu'il survive lorsqu'il deviendra adulte. Les arcs utilisés par les Hadzabe sont des œuvres d'ingénierie affinées par des millénaires d'expérimentation. Ils sélectionnent le bois d'un arbre spécifique appelé mutateko, façonnant chaque arc à la main jusqu'à ce que sa courbure corresponde exactement à la longueur du bras de l'archer. Les flèches sont encore plus sophistiquées. La pointe est généralement en métal, obtenue par des échanges avec la tribu voisine d'Atoga, qui sont des forgerons traditionnels. Mais le vrai secret réside dans le venin. Les Hadzabe produisent une pâte noire et collante en faisant bouillir la sève d'une plante appelée Adenium bohemianum, connue populairement sous le nom de rose du désert. Cette toxine, lorsqu'elle pénètre dans le flux sanguin d'un animal, provoque une paralysie graduelle sur plusieurs heures. Les chasseurs testent la puissance du venin en goûtant des gouttes de sang de la proie. Si le goût est amer et brûle la langue, le venin est assez fort. Les enfants apprennent à préparer ce venin en observant les plus âgés. Ils apprennent quelle plante utiliser, combien de temps faire bouillir, comment appliquer la bonne quantité sur la pointe de la flèche. Une erreur dans ce processus peut signifier une flèche inefficace qui ne fait qu'enrager la proie ou une dose excessive qui contamine la viande et la rend dangereuse à la consommation.
La chasse au porc-épic se termine rarement rapidement. Cela peut prendre des heures d'excavation patiente, entrecoupées de moments de tension absolue quand l'animal décide de bouger. Quand enfin le porc-épic est acculé dans une section du tunnel sans issue, le chasseur le plus expérimenté doit prendre une décision cruciale. Utiliser une lance longue pour l'abattre à une distance sûre, au risque d'endommager trop de viande, ou s'approcher suffisamment pour un coup précis, au risque d'une charge défensive de l'animal. Des lions sont déjà morts, transpercés par des piquants de porc-épic, des léopards, des hyènes. Le registre scientifique documente des cas d'humains qui ont succombé à des infections causées par des piquants ayant pénétré des organes vitaux. Chaque chasse est un calcul de risque que ces enfants apprennent à faire instinctivement sans jamais avoir entendu parler de probabilité ou de statistiques. Quand la chasse est réussie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Silence. Pendant un moment, tout le monde s'arrête. Le danger est passé. La nourriture est garantie. Ensuite, le groupe travaille ensemble pour extraire l'animal du terrier, retirer les piquants avec précaution et préparer le transport de retour au campement. Si l'animal est trop lourd à porter, tout le campement se déplace sur le lieu de la chasse. Les Hadzabe sont nomades. Leurs maisons sont des structures temporaires de branches et d'arbustes qui peuvent être construites en quelques heures et abandonnées sans remords. La viande n'appartient jamais au chasseur qui a porté le coup final. Elle appartient à tous. C'est un principe fondamental de la société Hadzabe qu'aucun enfant n'a besoin d'apprendre formellement car il est présent dans chaque repas, dans chaque distribution, dans chaque moment de la vie communautaire. L'avidité n'existe pas chez les Hadzabe. Il n'y a pas de mot en Hadzane pour la possession individuelle de nourriture. La nourriture est trouvée, la nourriture est partagée, la nourriture disparaît, et demain le cycle recommence. Chapitre 2. Le prix de la liberté. La vie d'un enfant. Hadzabe n'est pas romancé par les Hadzabe eux-mêmes. Ils ne se voient pas comme les gardiens d'un passé idyllique. Ils vivent simplement de la seule façon qu'ils connaissent et qu'ils choisissent de continuer à connaître. Mais les chiffres racontent une histoire qui doit être entendue. L'espérance de vie moyenne chez les Hadzabe tourne autour de 40 ans. Cela ne signifie pas que les adultes meurent à 40 ans. Cela signifie que la mortalité infantile est dévastatrice, tirant la moyenne vers le bas. Des enfants meurent de maladies qui seraient facilement traitables dans n'importe quel hôpital. Ils meurent d'accidents de chasse. Ils meurent de faim lors d'années particulièrement difficiles. Ceux qui survivent jusqu'à l'âge adulte vivent souvent des vies longues et saines, avec des systèmes immunitaires extraordinairement résistants et pratiquement aucune incidence de maladies chroniques modernes comme le diabète, l'obésité ou les maladies cardiaques. Des chercheurs ont découvert que le microbiote intestinal des Hadzabe est l'un des plus diversifiés jamais enregistrés dans les populations humaines. Cette diversité bactérienne, façonnée par un régime complètement sauvage et par l'exposition constante à l'environnement naturel, offre une protection contre les inflammations et les maladies auto-immunes qui affligent les sociétés industrialisées. Des études ont montré que seulement 3 jours suivant un régime similaire à celui des Hadzabe peuvent augmenter la diversité bactérienne intestinale jusqu'à 20%. Mais cette connaissance scientifique ne protège pas les Hadzabe de la menace la plus persistante à laquelle ils sont confrontés, la perte de territoire. Au cours des 50 dernières années, les Hadzabe ont perdu jusqu'à 90% de leurs terres ancestrales. Des fermiers Irakou ont avancé depuis le nord, transformant les terres de chasse en plantations d'oignons. La région de Mangola est devenue le principal centre producteur d'oignons d'Afrique de l'Est, mais ce progrès agricole s'est fait au détriment de la savane qui faisait vivre les Hadzabe. Du sud-est, des pasteurs d'Atouga ont apporté leurs troupeaux de chèvres et de bétail, déboisant la végétation indigène pour créer des pâturages, asséchant les petits points d'eau que les Hadzabe utilisaient et chassant les animaux sauvages jusqu'à l'extinction locale. Ce qui reste aux Hadzabe, ce sont des fragments de leur territoire d'origine, de petites poches de savane entourées de fermes et de villages. Chaque année, ces poches rétrécissent un peu plus. Chaque année, la pression pour abandonner le mode de vie traditionnel augmente. Considérez l'ironie de cette situation. Les Hadzabe vivent dans la même région depuis au moins 10 000 ans, peut-être beaucoup plus.
Ils n'ont jamais construit de clôture. Ils n'ont jamais déclaré de propriété. Ils n'ont jamais signé de documents. Et maintenant, ils sont traités comme des envahisseurs sur leur propre terre parce qu'ils n'ont pas de papier prouvant ce qui devrait être évident pour tout observateur honnête. Le gouvernement de la Tanzanie a tenté à 3 reprises de forcer les Hadzabe à s'installer dans des villages permanents et à adopter l'agriculture. La première tentative a eu lieu en 1927, pendant la domination coloniale britannique. La deuxième en 1939. Les deux ont échoué. Les Hadzabe ont simplement attendu que les provisions fournies par le gouvernement s'épuisent, puis sont retournés dans la savane. La troisième tentative fut la plus brutale. En 1965, déjà sous gouvernement tanzanien indépendant, les Hadzabe ont été rassemblés sous escorte armée et forcés de vivre dans un établissement où des missionnaires avaient construit une école et un hôpital. L'intention était de les civiliser. Le résultat fut catastrophique. Confinés dans de petits espaces pour la première fois de leur vie, sans immunité contre les maladies respiratoires courantes, les Hadzabe ont été dévastés par des épidémies de rougeole et d'infections pulmonaires. Beaucoup sont morts, surtout des enfants. Les survivants se sont enfuis vers la savane dès qu'ils en ont eu l'occasion. L'établissement fut abandonné. L'expérience a laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective du peuple. Depuis lors, aucun effort à grande échelle n'a été fait pour forcer la sédentarisation. Mais la pression continue sous d'autres formes. Les terres Hadzabe à l'ouest ont été transformées en réserves de chasse privées, où les Hadzabe sont officiellement interdits de chasser. Des écoles missionnaires continuent d'essayer d'attirer les enfants avec des promesses d'éducation, les séparant de leur famille pendant des mois ou des années. La langue Hadzane, bien qu'encore enseignée naturellement aux enfants, est classée par l'UNESCO comme vulnérable, car son usage est de plus en plus restreint au cadre domestique. Et pourtant, les Hadzabe persistent. 300 personnes se réveillent encore avant le soleil pour chasser. Ils fabriquent encore leurs arcs avec du bois de mutateko. Ils préparent encore le venin d'adénium. Ils apprennent encore à leurs enfants à traquer les porcs épics, à identifier les plantes comestibles, à faire du feu par friction de bâton. Ils partagent encore chaque morceau de viande également entre toutes les familles du campement. La danse épème a encore lieu les nuits de nouvelle lune. Les hommes représentent des scènes de chasse passées à travers des mouvements qui racontent des histoires sans parole. Les femmes participent avec des rôles complémentaires et toute la communauté renforce les liens qui les maintiennent unis. La cérémonie Metoko marque encore le passage des filles à la maturité. Les anciens racontent encore des histoires autour du feu sur les 4 ères de l'histoire Hadzabe, depuis les géants poilus du début des temps jusqu'au peuple actuel. Pour les enfants Hadzabe, il n'y a pas de distinction entre jouer et apprendre, entre le travail et la vie. Des chercheurs ont observé que les garçons construisent souvent de petits campements à côté des campements adultes, où ils imitent toutes les activités qu'ils ont vues les plus âgés réaliser. Ils chassent des papillons avec leurs petits arcs et les remettent aux filles, qui font semblant de les cuisiner sur des feux imaginaires. Cette nourriture de jeu est ensuite partagée en suivant exactement les mêmes conventions de division utilisées par les adultes. Sans s'en rendre compte, les enfants intériorisent les valeurs fondamentales de leur culture. La générosité, la coopération, la patience, l'attention aux détails de l'environnement, la capacité à lire la terre comme d'autres lisent des livres. Les Hadzabe ne croient pas que les adultes doivent dire aux enfants quoi faire. Des chercheurs qui ont étudié leurs pratiques d'éducation des enfants ont découvert que les parents Hadzabe voient les enfants comme responsables de leur propre éducation. Interférer trop, croit-il, peut empêcher l'enfant d'apprendre d'autres compétences tout aussi importantes. Cette autonomie ne signifie pas la négligence. Les parents sont toujours conscients d'où se trouvent leurs enfants et de ce qu'ils font, mais ils interviennent rarement à moins qu'il n'y ait un danger réel. Le résultat est une enfance qui semblerait étrange à des observateurs occidentaux. Des enfants de 2 ans jouant près des feux sans surveillance constante. Des enfants de 5 ans maniant des couteaux tranchants pour aider à préparer la nourriture. Des enfants de 7 ans participant à des chasses potentiellement mortelles aux porcs épics. Et pourtant, des études montrent que cette approche produit des adultes extraordinairement compétents, flexibles
est capable de résoudre des problèmes de manière collaborative. Peut-être existe-t-il quelque chose que le monde moderne a oublié et que les Hadzabe n'ont jamais perdu. Le régime alimentaire des Hadzabe varie considérablement selon les saisons. Pendant la saison sèche, de mai à octobre, la chasse devient plus productive, car la végétation rare concentre les animaux autour des quelques sources d'eau restantes. Porcs et pics, babouins, dik-dik, damans, mangoustes et occasionnellement des proies plus grandes comme des zèbres et des impalas fournissent les protéines nécessaires. Les organes internes, en particulier le foie et le cœur, sont rôtis immédiatement et consommés par les chasseurs en récompense de l'effort et comme source concentrée de nutriments. Pendant la saison des pluies, de novembre à avril, le régime change pour les fruits, les baies et le miel. Le miel est peut-être l'aliment le plus prisé par les Hadzabe, dépassant même la viande en préférence. Ils connaissent 7 espèces différentes d'abeilles sauvages et savent exactement où et quand chacune produit du miel. Les garçons commencent à apprendre la collecte du miel à 5 ou 6 ans, grimpant sur des baobabs gigantesques pour atteindre des ruches qui peuvent être à des dizaines de mètres du sol. Les baobabs sont au cœur de l'existence des Hadzabe. Ces arbres monumentaux, dont certains ont des milliers d'années, fournissent des fruits riches en vitamine C, des graines nutritives et un abri pour les ruches qui produisent le miel tant désiré. Les Hadzabe ne coupent jamais de baobab vivant. Ils ne coupent jamais aucun arbre vivant. Leur relation avec la forêt est une relation de réciprocité, pas d'extraction. C'est pourquoi les savanes autour du lac Eyazi restent saines et riches en biodiversité, même quand les forêts à travers le monde disparaissent. Les femmes Hadzabe sont des cueilleuses spécialisées qui connaissent plus de 50 plantes comestibles différentes. À l'aide de bâtons à fouir en tissu bois dur, elles localisent des tubercules enterrés jusqu'à 50 cm de profondeur. Le processus exige des connaissances précises. Elles identifient les bonnes plantes par les feuilles ou les lianes à la surface, puis frappent le sol en écoutant le son creux qui indique la présence d'un tubercule en dessous. Extraire le tubercule sans le casser exige une technique raffinée, car un tubercule cassé signifie de la nourriture gaspillée. Ces compétences de cueillette fournissent la majorité des calories consommées par les Hadzabe, surtout pendant les périodes où la chasse n'est pas productive. Les enfants accompagnent les mères et les grands-mères dès leur plus jeune âge, d'abord en observant seulement, puis en aidant à porter et finalement en collectant par eux-mêmes. À 10 ou 12 ans, une fille Hadzabe possède déjà toutes les connaissances nécessaires pour se nourrir elle-même et nourrir une famille. Les chasseurs Hadzabe ne passent en moyenne que 3 à 4 heures par jour à des activités d'obtention de nourriture. Cela contredit l'image populaire des peuples primitifs travaillant de l'aube au crépuscule juste pour survivre. En fait, des études de bioénergie ont révélé quelque chose de surprenant, bien qu'ils soient beaucoup plus actifs physiquement que les personnes des sociétés industrialisées. Les Hadzabe dépensent environ la même quantité de calories par jour. Ce paradoxe de l'exercice, comme l'appellent les chercheurs, suggère que le corps humain s'adapte à différents niveaux d'activité de manière plus complexe qu'on ne l'imaginait. Le temps qui n'est pas consacré à l'obtention de nourriture est dédié au repos, à la socialisation, à la réparation des outils et aux activités qui renforcent les liens communautaires. Les Hadzabe ne connaissent pas le stress au sens moderne du terme. Ils n'ont pas de délai. Ils n'ont pas de patron. Ils n'ont pas d'hypothèques ou de factures à payer. Leur société est radicalement égalitaire, sans hiérarchie formelle ni accumulation de richesses. Les décisions sont prises par consensus et l'opinion des chasseurs les plus prospères a du poids, mais personne n'a l'autorité pour donner des ordres à un autre. Cette structure sociale peut sembler fragile, mais elle s'est avérée extraordinairement résistante. Alors que des empires bâtis sur des hiérarchies rigides naissent et s'effondrent en quelques siècles, les Hadzabe persistent depuis des millénaires. Leur résilience vient précisément de leur flexibilité. Quand les ressources s'épuisent dans une zone, ils se déplacent vers une autre. Quand un membre du groupe devient problématique, il rejoint simplement un autre groupe. Quand les pressions extérieures augmentent, ils se retirent dans des zones plus reculées et attendent que la tempête passe. La question qui plane sur tout cela est inévitable. Combien de temps cela sera-t-il encore possible? Les terres restantes des Hadzabe continuent de rétrécir.
Les nouvelles générations font face à des tentations que leurs ancêtres n'ont jamais connues. Les téléphones portables apparaissent même dans les campements reculés, apportés par des touristes ou acquis par des échanges. Certains jeunes Hadzabe font l'expérience de la vie dans les villages et décident de ne pas revenir. D'autres reviennent, réalisant que la civilisation qui semblait si attrayante de loin est beaucoup moins satisfaisante de près. Les Hadzabe qui vivent encore traditionnellement ne sont pas naïfs vis-à-vis du monde extérieur. Ils savent qu'il existe des hôpitaux. Ils savent qu'il existe des écoles. Ils savent qu'il existe des supermarchés où la nourriture est disponible sans le risque d'affronter des mambas noirs dans des terriers de porcs épics. Et ils choisissent, consciemment, de continuer à vivre comme ils vivent. Non par ignorance, mais par préférence. C'est peut-être là le plus important. Les Hadzabe ne sont pas des victimes passives de l'histoire. Ce sont des agents actifs qui ont résisté à des décennies de pression pour changer et qui continuent de choisir une voie différente. Quand des missionnaires ont proposé des écoles, certains Hadzabe ont envoyé leurs enfants et d'autres ont refusé, estimant que la capacité à faire du feu et à chasser était plus importante que l'alphabétisation dans des langues étrangères. Quand les gouvernements ont offert des maisons permanentes, les Hadzabe ont accepté les provisions, puis sont retournés dans la savane quand les provisions ont été épuisées. Quand les touristes sont arrivés en voulant photographier l'exotique, les Hadzabe ont fait payer pour cela et ont utilisé l'argent pour acheter des pointes de flèches aux forgerons d'Atoga. Pragmatisme, c'est peut-être le mot qui décrit le mieux l'approche Hadzabe de la vie. Ils utilisent ce qui fonctionne et rejettent ce qui ne fonctionne pas. Si les téléphones portables sont utiles, ils utilisent des téléphones portables. Si les couteaux en métal sont meilleurs que les couteaux en pierre, ils utilisent des couteaux en métal. Mais ils n'abandonnent jamais les connaissances fondamentales qui les ont maintenus en vie pendant 40 000 ans. Ils ne cessent jamais d'apprendre à leurs enfants à traquer, à chasser, à cueillir, à survivre. Le soleil descend sur le lac Eyazi comme il est descendu pendant 40 000 ans. Un enfant Hadzabe retourne au campement avec les mains égratignées, la peau marquée par les piquants, et un sourire qui n'a pas besoin de traduction. Il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de médaille, juste de la viande qui nourrira 25 bouches ce soir-là. Les scientifiques de l'université Duke parcourent des milliers de kilomètres pour étudier ce que ces enfants savent déjà dans leur sang. Des chercheurs documentent des techniques qu'aucun manuel ne peut enseigner. Des anthropologues écrivent des thèses sur ces connaissances qui passent de père en fils sans un seul mot écrit. Mais peut-être que la plus grande leçon ne se trouve pas dans les études académiques. Elle réside dans la question que l'existence Hadzabe pose devant nous. Qu'avons-nous perdu quand nous avons échangé la terre contre l'asphalte, la communauté contre la compétition, le présent contre l'accumulation? 300 personnes, c'est le nombre de Hadzabe qui vivent encore comme leurs ancêtres. 300 gardiens d'un savoir que l'humanité a mis des millénaires à construire et qui peut disparaître en une seule génération. Chaque enfant qui apprend à chasser, un porc-épic ne garantit pas seulement le dîner. Il maintient vivante une bibliothèque sans livres, une université sans murs, un héritage qui nous appartient à tous.